Cette émission est une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. Bonjour à tous, bienvenue à notre émission de Passion Auto. Cette semaine, on est dans la région de Québec pour vous présenter une magnifique collection de Porsche 911. On va avoir à la fin de l'émission nos chroniques historiques. Mais tout d'abord, Simon et Johan ont fait l'essai d'une Porsche GT4 RS. Les chanceux. C'est la gang d'occasion qui t'ont passé ça aujourd'hui. Ouais, c'est-tu pas beau cette voiture-là? Elle est magnifique. C'est une Porsche Cayman GT4 RS. Oui. Cette plateforme-là, c'est la plateforme 718. Okay. C'est une plateforme qui est appelée à disparaître. Va être remplacée par peut-être quelque chose d'électrique, ça, l'avenir va nous le dire, on en parlera pas tout de suite. Oui, c'est ça. Hey, regarde-moi les trappes d'air. Là, on a c'est les incroyable. trappes d'air NACA ici, là, comme sur les jets. Ouais, c'est assez spécial. D'armée, là. Ça, c'est pour refroidir. Ceux-là sont fonctionnels. On disait que c'était pour les freins, mais écoute, je vais ouvrir le capot, on peut valider. Là, il y en a qui pensent ici que c'est pour les freins, mais ça, c'est des extracteurs d'air. Bien, à haute vitesse, il se crée une compression d'air dans l'arche de roue. Fait que ça, ici, c'est des extracteurs d'air. Ben, ceux-là, bien écoute, on vient justement relier directement le conduit ici qui va descendre à l'étrier de frein. Cette voiture-là a quand même pas mal d'options. On parle ici d'à peu près 90 000 juste en options sur la voiture. Ben, ça, c'est pas. C'est le catalogue d'options. Ben, c'est ça. Puis écoute, connaissant Pat, il a pris le catalogue puis il a fait des checks pas mal partout au niveau des options. Ah oui, j'ai besoin de ça dans ma vie. Mais écoute, quelque chose qui vient encore rajouter une touche à la personnalité de cette voiture-là, c'est l'ensemble Wessac. Premièrement, tu remarques ici qu'on voit du carbone nu au niveau du capot. Qui est d'habitude peinturé. Qui est d'habitude peinturé. Écoute, c'est des ajouts de carbone principalement, les miroirs aussi qui sont en carbone directement. Ben, c'est sûr qu'est-ce qu'on a fait avec Porsche, c'est qu'on est venu greffer à peu près tout l'ensemble d'un GT3 RS les freins, sur le la moteur. Cayman. Par contre, c'est sûr qu'on a voulu préserver le cachet ou les performances extrêmes de la 911. On ne voulait pas détrôner la 911, qui est vraiment la reine encore. Ben, c'est sûr. Puis on s'entend pour dire que cette voiture-là sur circuit, c'est tellement bien équilibré. D'après moi, on peut se rapprocher quand même très près d'une 911. Le pire, c'est que c'est probablement électronique. C'est électronique, mais il y a des choses qu'on retrouve sur la 911 qu'on ne retrouve pas sur cette voiture-là. Donc, les pneus qui sont un petit peu moins larges sur la Cayman. Fait que ça va être une voiture peut-être qui va avoir un petit peu moins d'appui aérodynamique, un peu moins de grippe au sol. Tu sais, là, on dit ici, ça a l'air facile. On est venu greffer tous les organes de la GT3 à la GT4. Mais c'est pas mal plus complexe que ça aussi, parce qu'une 911, tu sais, rappelle-toi que le moteur est en arrière. On est obligé de faire un 180 degrés au moteur. Oh, quand même! Pour être en mesure de le placer correctement dans cette carrosserie-là. Ouais, de toute façon, un ingénieur admet, tu creuses un trou, tu y descends une échelle, il va détruire, il va se faire une pelle, puis il va se faire un tunnel pour monter à la surface. On s'entend qu'il aime ça se casser la tête. Bon, ben, on va l'essayer à cette heure. Ouais, mais là, c'est quoi ton concept? Là? Quel concept? C'est toujours un concept, là. Soit qu'il faut que je me maquille, que je me déguise. T'as chialé toute la saison là, à propos de mes déguisements et mes concepts. Là, on va la faire comme que t'aimes, c'est-à-dire plate. Fait que, embarque dedans, puis on y va. C'est ça. On va rester légal. Tu vas juste de rester légal avec ça. C'est dur, là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pratiquement coordonné les deux petites vitres arrière qu'on retrouvait sur la Cayman, puis on est allé mettre des entrées d'air Directement. en fibre de carbone directement pour aller alimenter le moteur. Puis le look est complètement débile. Là. Le look est beau, puis en plus, c'est vraiment le son de l'entrée d'air qu'on entend en arrière, c'est trippant. Parce que le moteur, pour de vrai, c'est pas ça qu'on entend le plus, malgré qu'il est juste là. Il va être isolé. Ben, mais c'est l'intake là, qu'on entend qui est extrêmement fort. Et c'est bruyant. Oh! Oh! Hey, après ça, viens me vendre un char électrique. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. C'est malade. Le monde nous fait des thumbs up. Je pense que les gens l'aiment. Ouais. Mais écoute, une voiture électrique, il y en a des très très belles, il y en a des super puissantes, encore beaucoup plus puissantes que ça en termes d'accélération qu'elles sont trouvent sur le marché. Mais ça peut faire le 0-100 en une seconde. C'est pas ça que je recherche. C'est de triper à bord d'une voiture, puis c'est d'entendre le son, puis de faire vraiment un ensemble complet d'émotions, puis le son fait partie de ça à 50 %. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, tu regardes la Dodge Charger qui s'en vient, tu dis aux amateurs de Dodge, t'auras plus le moteur à essence
dans un Dodge. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Ils ont bâti leur réputation là-dessus Et depuis voilà, des années. tu peux pas arriver à dire « Ah, tu sais, là, le char qu'on vous a fait triper pendant les 12 dernières années, là, ben, elle va être électrique. » Oublie ça. Alors, Petit dans le chip, et voilà, et voilà. la boîte PDK en plus qui vient blipper pour nous ou matcher les régimes moteurs. Écoute-moi le son. Alors, on accélère. Ah, c'est... C'est incroyable. Écoute, j'aime les boîtes manuelles, mais une boîte PDK chez Porsche. Ah, j'avoue qu'ils sont assez Les boîtes efficaces. robotisées sont tellement efficaces. Oui. C'est incroyable. Mais toute la voiture est efficace. La direction, c'est chirurgical. L'accélération, aussitôt qu'on appuie sur l'accélérateur, mais c'est franc comme Ah, accélération. c'est... Hein? Faut dire que le rapport poids-puissance est bon aussi. Là. C'est combien le rapport? Là, c'est 500 chevaux. 333 livres pieds de couple. Oui. Puis en termes de poids, c'est 1400 kg. On a une moteur centrale qui permet d'avoir une voiture qui est encore mieux équilibrée qu'une 911. Je me rappelle d'avoir roulé dans des conditions complètement différentes d'une Cayman. Écoute, on avait roulé des Caymans sur la glace. Puis la voiture, qu'est-ce qui est le fun? C'est que tu peux la glisser. Tu sais, c'est une voiture C'est ça, qui elle est est un peu équilibrée. plus équilibrée que la 911. Écoute, combien de vidéos t'as vu sur YouTube que tu vois la GT4 faire de la belle drift, là? Ben, une 911, tu sais, t'en as roulé beaucoup des 911, Oui. t'en roules régulièrement aussi. Écoute, c'est des voitures qui sont pointues à rouler. Tant que la voiture, disons, est bien assise en virage, on sent des fois que le devant devient un peu plus léger. Et voilà. Écoute, dans le cas de la Cayman, c'est une voiture que quand on pousse dans ses derniers retranchements, qui va avoir un comportement routier un petit peu plus sain qu'une 911. Oh, fait que là, veux-tu essayer ça, ce char-là? Hey! C'est là! La production veut vous avertir de ne pas répliquer cette cascade. Elle a été réalisée en environnement contrôlé par un épais professionnel. C'est ça la pompe de même? Mais je sais Pas si pas. en pompe que ça, finalement? Arrête-toi avant. Fais bien courir. Faut l'essayer de dormir pressé. Hey, c'est une machine, ça, là. Regarde-moi l'intérieur. Alors, c'est sûr, écoute. Premièrement, là, moi, un matériel que j'adore dans cette voiture-là, c'est l'Alcantara. Ah, puis ça, t'es servi. Ah, il y en a beaucoup. partout. Là. Puis en plus, on est venu jumeler l'Alcantara avec le fil de carbone. Ah, ça fait sportif. C'est ça, ça fait fort. Ça fait sportif. Ça fait ça. Puis on s'entend pour dire que cette voiture-là a été dessinée pour faire du circuit à la base. Ouais. Juste regarder les sièges. Ah non, c'est ça. Des sièges qui sont loin d'être baquets. Non, ils sont pas comme toi. Hein? Pas ça. C'est pas... on va couper ça au montage. Puis là, regarde, il y a des belles petites fonctions. On peut lever le devant. Ça, ils ont pris l'option. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est relever le nez. D'un coup, disait on aurait une entrée de maison qui est un peu trop prononcée. On voilà. peut aller lever uniquement la suspension On va lever avant. le nez. Petit bouton, les échappements sport. Oh! Ouais, Ça fait une effectivement. différence, hein? Ça change quand même pas mal le son. Hein? Oui. Le bouton, justement, pour aller mettre la suspension et aussi la transmission en mode sport. Les différents traction control, on peut enlever complètement si on fait Ça, du c'est une circuit bonne chose. avec les Encore une fois, c'est ça pour faire du circuit. Bon, ben, on va aller remener ça chez Ocase. Ouais, je pense que Pat ne sera pas fâché qu'on y ramène Non. sa rutilante caisse. Vide d'essence, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça. Mais oui, je suis habitué de rouler les autos vite descendre de toute donc, façon. On a Ah, il est en train de manquer de gaz. Ah ouais, pousse! Hein, on C'est vrai? Pour une fois que tu travailles un peu. Ça fera pas de changement. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est dans la région de Québec avec M. André Blouin. Merci de nous accueillir, M. Blouin. Vous êtes bien gentil. Parlez-nous de cet endroit parce que c'était autre chose. Vous en avez fait quelque chose de neuf. C'est un garage de mécanique automobile qui existait depuis 1940. Et puis, j'ai décidé de faire un garage neuf. Et Oui, on le voit d'ailleurs. au c'est goût du magnifique, jour et aussi aux normes santé et sécurité, parce que pour moi, c'est quand même assez important. OK. Par la suite, bien, j'ai commencé à y loger mes véhicules. Parlons-en de ces véhicules-là. Ce sont des modèles rares et c'est ce que vous recherchez dans votre C'est ce que je collection. recherche. Bon, si on commençait par le Speedster, on a un beau Speedster à côté de nous, là. 2019, OK. que j'ai commandé, que j'ai acheté flambant neuve.
Donc, avec la couleur a été choisie, les équipements étaient Miami choisis. Blue. Miami Blue. Absolument. Ouais. Avec les ceintures de sécurité Miami Blue, le piping à l'intérieur aussi en bleu. Donc, vous avez coché plusieurs options. Quelques options. Quelques options. Elle est magnifique. Bon, évidemment, à côté de la Speedster, vous avez un modèle aussi qui est très rare, la GT2 RS. Là. Ça, on n'en fait pas beaucoup du côté de chez Porsche. Là. C'est une série 991. C'est le deuxième modèle de la GT2 RS. Le premier était sorti en série 997. Oui. J'en ai eu une d'ailleurs, OK. une 997 qui était une édition limitée à 500 exemplaires. J'aurais jamais dû vendre ça. C'est une des erreurs de ma vie. Ça, à chaque fois que j'entends quelqu'un qui me dit ça, il dit oh, j'aurais donc dû la garder. J'aurais dû la garder. Fait que finalement, j'ai pas fait l'erreur 2 fois. Et celle-là, c'est un des modèles 2018. Et c'est la Porsche de rue, qu'on pourrait dire, qui est la plus puissante qui a été fabriquée. Il y a 700 HP. C'est la plus rapide aussi. À ne pas mettre entre les mains de n'importe qui. Donc, à côté de la GT2 RS, on va s'approcher tranquillement. Ça, c'est une sport classique. Sport classique. OK. Les modèles 2023, série 992, et seulement 1250 exemplaires de par le monde ont été faits. Ça, qu'est-ce qu'on a mis comme moteur dans celui-là par rapport à toutes les 911? En fait, le moteur, c'est un 3.8 bi-turbo qui développe 550 HP. Ah, quand même. C'est en fait une base de 911 turbo Ouais. S, mais manuelle. Donc, elles sont tous manuelles. 7 vitesses manuelles. Et, comme vous le savez, les 911 turbo de dernière génération sont toutes à traction intégrale. Oui. Celle-là ne l'est pas. Donc, c'est une propulsion. Donc, vous avez ici, en fait, que des propulsions. 3 propulsions. Il n'y a aucune traction intégrale. Donc, vous restez dans l'esprit de Porsche. Oui, absolument. Puis, la seule qui a une transmission PDK dans le garage, c'est la GT2 RS. Toutes les autres sont manuelles. Oui, parce que de toute façon, il y a juste ça dans la réalité. C'est ça. Oui, et on n'avait pas le choix. Parce que si j'avais eu le choix, j'aurais pris manuel. J'aurais pris manuel. On parle le même langage. Bon, si on lève les yeux, là, un modèle très, très rare, parce que, si je ne me trompe pas, il n'y a jamais eu ça au Canada, ce modèle-là. Là. Cette génération-là de GT3 RS. Là. Ni aux États-Unis. C'est la première GT3 RS dans l'histoire de Porsche. Cette année-là, c'est un modèle de production de 2004. Et c'est une auto qui a été fabriquée. Il y a 682 exemplaires dans toute la production. C'est une des 3 voitures de Suède que j'ai importées. Directement de Suède. Directement de Suède. Arceau de sécurité, vitres en plastique à l'arrière. Pour alléger. Le capot est en fibre de carbone, l'aileron en arrière en fibre de carbone, les miroirs en fibre de carbone. C'est une voiture de piste. Là. C'est une voiture de piste qui a une tenue de route absolument extraordinaire et un son hallucinant. Fabuleux. Oui, je sais, j'ai eu la chance de conduire, pas cette génération-là, l'autre après, mais c'est fou. C'est ça aussi, il faut être un bon pilote. Ça, la rouge derrière, c'est le seul, vous me dites, ça, c'est pas vraiment un modèle rare. C'est un beau modèle, par exemple. C'est une Carrera, ça. Oui, c'est une voiture canadienne, 1987, que j'ai achetée cette fois-ci à Vancouver. OK. Je l'ai pas restaurée, mais réparée. Puis je l'ai mis vraiment pour qu'elle soit A1. Et c'est la voiture préférée de mon épouse parce que l'été, quand il fait beau, on baisse le toit. C'est une décapotable, ben oui. Et puis, c'est vraiment une voiture qui est facile, qui est agréable. Moi, si vous m'invitez, j'irai en Speedster. En Speedster? Elle déteste pas la Speedster aussi. D'accord. Je vous dirais qu'elle aime ça. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté d'époque là-dedans qui est le fun. Oui, c'est une auto qui est des voitures, c'est des belles rouleuses. Là. C'est le fun à amener sur la route, ça. À côté, vous avez un modèle fort intéressant qui est en restauration, on peut dire ça comme ça. Une CS. Porsche n'ont pas sorti de RS dans la série G, mais ils ont sorti un modèle qu'ils ont appelé Club Sport. Okay. Donc, un auto qui était destiné aux gens qui voulaient s'amuser les fins de semaine. Donc, une version qui est particulière, qui a été faite à 340 exemplaires. Ça, c'est un année modèle 1989. En 89, Porsche en ont fait seulement 83. OK. Et c'était destiné au marché européen. Il n'y en a pas eu jamais en Amérique du Nord, sauf quelques-unes aux États-Unis. Okay. Il y en est venu en 88, mais pas avec le même moteur. Avec le moteur régulier. Ça, qu'est-ce qu'on avait comme moteur dans ça? 3,2 litres, le même moteur que l'autre qui est ici, la 87, sauf que
Il développe aux alentours de 255 HP. Et elle est vraiment intéressante à conduire aussi. Puis ça permet de passer de la piste à la route. On peut faire les deux sans problème. On peut s'amuser, oui. OK, c'est intéressant. Puis parlez-moi de celui-là, on l'a devant nous. Puis ça, vous en êtes particulièrement fiers parce que ça fait pas longtemps que vous l'avez. C'est un auto que j'ai acheté cet été à Toronto, qui est d'origine canadienne, qui a été vendu à Toronto, qui a toujours été à Toronto, qui a passé toute sa vie là. Moi, je me trouve être le 4e propriétaire de cette 930 et c'est la dernière année de production du modèle qu'on appelle 930 Turbo ou, si vous voulez, 911 Turbo. En 89, la particularité, c'est que Porsche a installé la fameuse transmission Getrag à l'intérieur, qui a 5 vitesses, qui est avec un embrayage hydraulique et puis qui est plus facile à conduire. C'est une auto qui a eu une faible production. À peu près 700 voitures ont été faites. Ça, c'est à travers le monde. À travers le monde. OK. Ça frôlait les 300 km/h à l'époque, là. Oui, puis c'est à 300 forces de moteur. C'est à 300 forces de moteur. Puis c'est pas très, très pesant non plus. C'est quand même relativement la léger. sécurité n'était pas là où on est aujourd'hui. Fait qu'on n'avait pas autant de réglementations à respecter. Ça faisait des véhicules beaucoup plus légers. Alors, avant d'aller voir votre jolie salle de réception en haut, parce que l'atelier, ce n'est pas tout, on va passer par l'endroit où vous passez le plus de temps quand vous êtes ici. Parfait. Effectivement. Je vous suis. D'accord. Bon, bien là, on est dans l'antre de la bête. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? C'est votre lieu de travail, puis je vois que vous êtes bien équipé. Parlez-nous de ça. On fait quoi ici, là, exactement? En fait, lorsque j'ai enlevé des pièces sur le véhicule, je les amène ici pour les inspecter, les réparer, les sabler, les préparer éventuellement à la peinture, etc., etc. Donc, la partie... disons, un peu plus malpropre, là, je vais la faire ici. Puis la constater l'état de l'endroit, c'est pas souvent malpropre chez vous. Oui. Je m'organise pour faire le ménage aussi parce que plus il y a de la poussière, plus il y a de la saleté, plus il y a des contaminants dans la chambre à peinture potentielle parce que ça reste en suspension dans l'air, plus la qualité du travail va être médiocre de l'autre côté. Donc, après le travail, il y a les loisirs. On va aller voir votre salle de réception. Parfait. Donc là, on est au 2e étage, appelons ça comme ça, de votre atelier. Mais là, on peut parler d'atelier, c'est beau ici, c'est grand. Donc, vous faites réception, recevez des gens. En fait, l'objectif de la salle ici, c'est de recevoir des amis, de recevoir aussi des gens du Club Porsche qui peuvent venir faire un tour à Québec et puis on peut organiser une réception. Donc, c'est l'espace social. C'est ça. C'est très beau. Bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et je sais que votre retraite va être bien occupée. Merci. Merci. John! John! John? John! John! Oh, mais gros, là. John? John! Hey, t'es dur à trouver. Comment ça va? C'est assez gros ici, quand même. Oui, c'est ça. Il y avait quelques pièces. Bon, écoute, mon auto a plus de frein. J'ai essayé avec Simon une GT4 RS. Ça freine, là. Ça n'a aucun sens. C'est des freins carbone céramique. Mettons que je veux ça sur ma voiture, là, ça coûte à peu près combien? J'ai déjà vu des systèmes de freinage de cette qualité-là monter jusqu'à 30 000 $. OK. Mais mettons, je veux freiner quotidien, mais aussi aller sur la piste de temps en temps. Il y a quelque chose qui pourrait être plus économique? Ça, on parle de plusieurs composantes à changer sur le véhicule, mais c'est abordable quand même. OK. Premièrement, choisis qu'est-ce que tu as besoin pour qu'est-ce que tu vas faire avec les véhicules. Quand on parle de disques, on a plusieurs gammes de produits comme que vous voyez ici. Mais c'est quoi qui fait la différence, là, qu'un disque soit meilleur qu'un autre? Le disque, c'est la composition, le pourcentage de haute teneur de carbone à l'intérieur, donc comme la fameuse Porsche, beaucoup plus élevé. Il va juste avoir moins de carbone. Tu peux moins de carbone parce que le système de freinage, peut-être, il chauffera pas autant. Fait que tu ne peux pas en avoir trop non plus parce que s'il roule trop froid, ta plaquette, elle ne fonctionnera pas non plus. Fait que je fais juste changer ça, puis tout est beau. Quand tu veux améliorer ou faire des modifications ou même juste changer tes composantes, idéalement, c'est toujours plaquette et disque. C'est toujours jumelé ensemble. Donc, plaquette de performance, la conception, la formule est vraiment faite pour quelqu'un qui veut faire la course où ce que ça va augmenter, il faut que ça se récupère beaucoup plus facilement. OK, parfait. Fait que je fais juste changer ça, puis je suis good.
L'affaire aussi à vérifier, c'est sûr, il y a toujours quelque chose d'autre. Il y a tout le temps quelque chose. Ton huile. Il faut au moins la valider, l'inspecter, faire sûr qu'elle comble encore les spécifications du manufacturier puis comment est-ce que le véhicule va rouler. Ça joue avec la chaleur aussi. Parce que là, je vois DOT 3, DOT 4, DOT 5. Je peux mettre n'importe quoi là, dans mon auto. Là. Je conseille toujours de rester avec ceux de la spécification du véhicule d'origine. Donc, si c'est du DOT 3, reste avec le DOT 3. Bon. Ben, moi, tout prendre, moi, essayer, puis on verra ce que ça donne. Tu peux faire ce que tu veux. Fais juste me dire quand t'es sur la route, je vais rester en arrière. Hey, merci de m'avoir arrêté sur ma décision. Plaisir. Bon, moi, je cherchais à sortir à cette heure. Il y en a une juste là. Juste là? Bon. OK. L'histoire d'aujourd'hui raconte en fait une invention fort simple, le clignotant. Le clignotant a toujours existé sous une forme ou une autre. En fait, à l'époque des calèches et des chevaux, les gens mettaient le bras à gauche ou le bras à droite. Il y avait des signaux convenus pour savoir de quel côté on allait tourner. Mais c'est une actrice très célèbre à Hollywood, Florence Lawrence, qui a été en fait la première actrice à avoir son nom sur une affiche de cinéma, parce qu'au tout début du cinéma, on affichait le film, mais on ne mettait pas le nom des acteurs ou des actrices. Mais c'est aussi une grande amoureuse de l'automobile. En fait, elle a inventé un signal tout simple. C'est lorsque le conducteur voulait tourner, il actionnait une pédale et il y avait un drapeau qui était à gauche ou à droite de l'auto pour dire de quel côté on voulait aller. Malheureusement, elle n'a jamais pris de brevet, elle n'a jamais eu de compensation pour ses inventions, mais elle avait beaucoup de génie. Deux autres personnages importants vont jouer un rôle dans l'histoire des clignotants. Il y a d'abord Oscar J. Simler, qui a développé un clignotant qui est toujours en exposition au National American Museum of History. Et Joseph Bell. En fait, Joseph Bell, lui, a déposé un brevet pour les premiers clignotants mécaniques, donc un peu comme on les connaît aujourd'hui. Mais ça aurait été très long avant qu'on commence à utiliser les clignotants, parce qu'au début, dans les années 30 et 40, les gens prenaient encore leurs mains pour signaler de quel côté ils allaient, et ça semblait convenir à tout le monde. Dans les années 50, avec le développement des autoroutes un peu partout en Amérique du Nord, là, les gens ont réellement commencé à utiliser les clignotants comme on les connaît aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir été avec nous cette semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. La semaine prochaine, à l'émission... Je vais le filmer avec une petite accélération pour y voir la face. Parlant de phénoménal, ça aussi, c'est quelque chose. Là. Oui, F-150 Shelby, 770 chevaux. Un truck de course. Absolument. On peut appeler ça comme Absolument. Ça coûte un set de pneus à toutes les fois qu'on met ça à route.